Bonjour, bonsoir à tous. Ah, Richard est en pole position ce soir. C'est bien ça. Bonsoir, Richard. Ah, voilà, pendant ce temps-là, je règle un peu les réglages, là. Voilà, tout va bien. Ah, Andrea, en deuxième position. C'est en pole position. Ah, Andrea, bonsoir, Andrea. Ah, ils veulent pas manquer ça, hein. Il y a des informations là qui vont être intéressantes, hein, surtout pour les enquêteurs comme toi, Andrea. Ah, les enquêteurs de l'électroculture. Ah, on fait une enquête approfondie, comme des détectives. Ça fait des années que ça dure, on n'a jamais fini. Parce qu'on en découvre tous les ans, tous les mois, on découvre des nouvelles choses. C'est vraiment intéressant. Vraiment, même parfois quand on relit un ancien article comme là, bah, on redécouvre encore de nouvelles choses. Hmm. Donc ça va être très intéressant. Voilà, bah, bonsoir, est-ce que je vois bien les messages? Oui. Alors, bonsoir Paul, bonsoir Paul, bonsoir Carlos, bonsoir éclaireur d'étincelles, c'est joli ça. Bonsoir Nicolas. Voilà, voilà. Donc, bah, j'attends qu'on ait un petit groupe. Ah, bah, on est déjà un bon petit groupe là. Ouais, quelles sont les nouvelles? Bah, il y a Loïc qui a fait une belle vidéo là de cet été passé où j'approche, où j'explique un peu le fonctionnement de la plante au niveau électrique. Ah, c'est vraiment très basique, hein, l'explication, mais on va dire que c'est pour ouvrir l'esprit aux personnes qui ne connaissent pas encore du tout l'électroculture pour découvrir qu'il y a un tas de phénomènes électriques mesurables avec un simple voltmètre sur le fonctionnement d'une plante. Il y a l'effet de pointe, il y a l'électroosmose et aussi les effets de comment une plante ou un arbre, par exemple, peut aider à améliorer l'environnement électrique, électromagnétique, au bénéfice des plantes qui l'entourent et au bénéfice de la vie, au bénéfice même des vers de terre, des micro-organismes, hein, et qu'on ne s'imagine pas. Et une antenne d'électroculture imite d'une certaine façon un arbre. Maintenant, on pourrait dire pour les puristes de permaculture, très bien, hein, mais euh, voilà, si on veut bénéficier déjà des effets positifs d'un grand arbre en termes d'électroculture, ben, en attendant qu'il pousse, ben, on peut déjà mettre une antenne d'électroculture. Et alors, ben, il poussera encore plus vite et encore mieux, et toute la vie autour en bénéficiera, hein. Mais ça permet aussi de comprendre comment fonctionne un arbre au niveau électroculture. Et donc là, on va y venir parce que c'est vraiment, ça tombe bien que Loïc ait fait cette petite vidéo, où il est sorti, on l'a fait ensemble, hein, mais il est sorti aujourd'hui parce que justement, je veux vous lire, vous présenter un article qui vient de sortir là, hein, en 1893. Ah, donc, en termes éternels, ça vient de sortir, on va dire. Et, euh, et donc, et qui parle justement de ce type d'antenne type paratonnerre, hein. Donc, vous voyez ce que c'est, hein, c'est les antennes donc où vous avez une tige, une longue perche, et après là, des fils de fer galvanisé, par exemple, ou des fils de cuivre. On verra dans l'article, il parle de fils de cuivre et un fil de fer galvanisé, hein, que là, souvent, il faut aussi faire l'inverse, ça fonctionne aussi là. Et bah là, vous avez par exemple, ça c'est mes antennes que je diffuse sur mon site internet, hein, que vous trouvez dans la boutique. Et pour ceux qui, qui me découvrent, hein, donc moi je finance mes recherches, mon travail que par la vente de mes produits dans la boutique et les stages, hein. Donc voilà, donc c'est comme ça. Après, euh, ma, je vais me répéter pour ceux qui me connaissent déjà, mais ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, moi, j'ai la stratégie ou la philosophie, comment on veut dire,
Je trouve que si on veut améliorer le monde, il faut sortir du culte du secret. J'en ai déjà parlé de ça, hein. Ce que je veux dire par là, c'est quand certains ont des connaissances, euh, il ne faut pas garder ça secret par des brevets, par des secrets de fabrication, des secrets de ci ou de ça, parce qu'un jour on décède, ou l'entreprise décède, on va dire, ou il y a des pressions, plein de choses, et après la connaissance se perd. Et après, le fait que des choses soient secrètes, ça amène à tout le mensonge marketing, à tout le mensonge qu'on retrouve dans la société contemporaine, là, euh, et qui amène à un tas de problèmes de société, hein. Et alors, ils arrivent à vendre du vent à des prix exorbitants, simplement avec des marketing séduisants et mensongers quelque part. Et parce qu'il faut regarder derrière les apparences. Et moi, je suis pour la transparence totale ou quasi totale, on va dire, hein. Mais chacun peut apporter sa petite touche, on va dire. Mais les principes doivent être transparents, open source. Et après, moi, j'ai rien contre qu'il y a des sociétés, des entreprises et des artisans et que chacun vend un peu comme un boulanger. Voilà, un boulanger. La recette du pain, tout le monde peut la trouver, mais chaque boulanger aura ses astuces, aura sa propre énergie qui est différente aussi, qui fera que son pain il sera différent aussi. Et on a chacun le choix de faire soi-même son pain ou d'aller l'acheter à l'artisan qu'on aime bien. Donc, pour X raisons, n'importe. Là, c'est pareil. Au niveau électroculture, tout le monde peut faire une antenne paratonnerre ou atmosphérique. Tout le monde. On peut bricoler soi-même et je l'explique dans des vidéos. Mais j'en vends aussi, donc, pour ceux qui veulent pas, hein. Donc, ça me permet de financer. Et on va dire que c'est mon travail comme un boulanger. Son travail, c'est de faire du pain, de nourrir la population. Moi, je nourris la population. Mon rôle, on va dire, ma mission, ou ce que je me donne comme mission, c'est de nourrir la population avec des connaissances d'électroculture et des techniques d'électroculture que je développe, que je remets au goût du jour, euh, que je retrouve dans les temps passés, et que j'adapte aux conditions ou aux besoins d'aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel pour répondre aux défis agriculturels et des jardiniers aussi et des potagers d'aujourd'hui. Voilà. Et ça, ça se prouve tous les jours, hein. On a tous les jours des super témoignages qui se partagent sur le groupe ou les différents groupes sur Internet. Donc, vous trouvez ces informations où il y a déjà les groupes sur les réseaux sociaux, il y a les groupes sur Facebook, il y a mon groupe qui est le plus ancien, et après il y en a d'autres qui se sont créés, d'autres administrateurs, d'autres personnes, il y en a dans le monde entier maintenant. Après, il y a aussi sur MiWi, j'ai commencé un groupe, ça c'est assez nouveau, c'est un réseau social comme Facebook, parce que peut-être qu'un jour Facebook n'existera plus, il y a des rumeurs dans ce sens-là, il y a des procès en cours aux États-Unis, donc il faut se préparer à ça, il faut être présent ailleurs aussi. Donc il y a MiWi, vous me retrouvez comme page personnelle et aussi comme groupe. Et il y a aussi VK, hein, qui existe aussi. Sur VK, je suis aussi. Maintenant, il commence à avoir de plus en plus d'animations sur VK aussi. Et après, au niveau vidéo, il y a, il y a naturellement YouTube, mais peut-être qu'un jour aussi ça disparaît. Vous savez, c'est apparu très vite en quelques années, mais ça peut disparaître aussi vite. Parce que la propriété d'Internet et de la créativité humaine, c'est que ça va très vite, dans les deux sens, hein. Donc, il faut être préparé à ça. Et aujourd'hui, il y a Odyssée, par exemple, qui se développe très très fort, hein. Donc, vous retrouvez toutes les vidéos qui sont sur YouTube, vous les retrouvez sur Odyssée.
aussi ceux de Loïc, je pense qu'il a aussi fait un compte Odyssée. S'il y a d'autres réseaux qui se créent, je ferai en sorte d'être d'autres réseaux avec une certaine audience, on va dire, hein, ou visibilité. Ben, je ferai en sorte que l'électroculture soit présente. Voilà, donc ceci dit, hein, voilà. Et donc vous avez les antennes de base, hein, donc on va en parler par cet article que je vais vous présenter. Donc là, c'est l'antenne de base électroculture, que j'appelle l'antenne atmosphérique ou l'antenne paratonnerre, qu'on va mettre sur une perche ou sur une tige en fer. Ça peut être un fer à béton ou un tuyau en cuivre, un tube en cuivre, ou ça peut être même une perche en bois, et après on relie avec un fil. Donc il y a aussi prévu, là, vous avez des ailettes et un petit trou, vous pouvez relier avec un fil de cuivre ou un fil de fer galvanisé vers le sol. Et après, là, vous avez aussi une tige nord-sud. Ça, on va y revenir plus tard parce que ça, c'est un développement qui est venu par le pionnier Justin Christoflo, dont on a déjà beaucoup parlé. Mais on en reparlera encore beaucoup. Et après, vous avez là une nouvelle évolution, hein, donc inspirée des travaux de Luigi Higuina, où vous avez des doubles spirales intégrées aussi. Ah, donc ça commence à faire un sacré vaisseau spatial. Hein. Ah, donc ça c'est l'influence de Capitaine Flamme que j'ai peut-être trop regardé quand j'étais petit. Ah, mais j'adorais regarder Capitaine Flamme. Je trouvais ça super. Ça c'était vraiment ça c'était mon dessin animé de la semaine que je voulais pour aucun prix, que je voulais pas rater. Hein. Donc là vous voyez donc voilà. Hein. Donc ça c'est donc là vous avez les spirales, hein, donc ça on en reparlera plus tard aussi. Et après vous avez la fameuse antenne hein, de, hein, de Andrea. Donc en Italie c'est en plein développement aussi l'électroculture et lui il a fait aussi une antenne inspirée de mes antennes. Hein. Il a commencé avec mes antennes. Et vous voyez, comme les boulangers, ben maintenant, il y a un nouveau boulanger électroculture en Italie, c'est Andrea. Et vraiment, il fait un travail formidable. Hein. Je te salue, Andrea. Et voilà, donc là, il en a fait encore d'autres maintenant. Hein. Mais je vous montre celui-là. Donc, vous avez les spirales aussi, différentes spirales de 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Hein, où, ouais, il y en a 7 là. Donc, maintenant, il en fait aussi avec des spirales vers le bas aussi. Et donc, il y a aussi la tige nord-sud. Hein. Donc, vous voyez là. Et après, là, c'est en cuivre. Donc, voilà. Et voilà. Vous pouvez aller sur le site internet d'Andrea où vous trouvez aussi. Andrea fait aussi un super travail de vulgarisation de l'électroculture. Et avec Andrea, on va travailler maintenant aussi à faire connaître l'électroculture dans le monde anglophone. Hein. We will make electroculture more known in the English-speaking world. Aussi, mais aussi dans les autres langues. Hein. Donc, voilà, voilà. Hein. Voilà, ben donc on va commencer. Hein. Je vais lire vos messages. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux pas toujours tout répondre, mais j'essayerai parce que je peux pas me concentrer et lire tout en même temps. Ah, bonsoir Séverine, bonsoir Alexandre, bonsoir Nicolas, bonsoir Eric, bonsoir Asna, bonsoir Michael. Ah ben là on est déjà. Ah, bonsoir Mathieu, salut. Ah, il y a Mathieu, lui, il est aussi très actif là en ce moment hein, avec son potager, électroculture, permaculture. Je pense qu'on va encore entendre parler de lui. Ben, il avait mis un témoignage d'un olivier qui a poussé de façon énorme. Hein. C'était incroyable. Donc, bonsoir Eric. Et ça, c'est marrant avec Eric.
Je l'avais eu au téléphone, c'était, Eric, c'était quand? C'était le 17 ou le 18? Ouais, le 17 avant-hier, je pense. Je l'ai au téléphone et il était sur la route et il était en face de Versailles. Et en même temps, quelques heures après, on apprend que, ou une journée après, on apprend que notre cher président, il est soi-disant en retraite. Ah, on va appeler ça de retraite, hein, à Versailles. Ah, donc, il nous fait franchement rire, hein, parce qu'on n'y croit rien du tout, honnêtement. Mais voilà, comme rien n'arrive par hasard, hein, il y a toujours des petits clins d'œil comme ça de l'univers, hein, du bon Dieu. Ah ben bonsoir Edilia, bonsoir Nathalie, bonsoir Mertens, bonsoir Johnny, bonsoir Catherine. Ah ben il y a Catherine, elle est là, c'est bien ça. Bonsoir Alexandre, bonsoir France. Ah ben on a bien un beau groupe là. Ça revient en force les lives électroculture là. Bonsoir Raphaël, salut Raphaël. Donc, ah oui, c'était le 17. Ben, c'est marrant quand on est en contact l'un avec l'autre, moi et Eric. Il y a toujours des informations qui passent, donc on prend l'importance que par après. Que sur le moment, ça paraît comme ça, futile. Et par après, il y a des choses qui se passent. C'est vraiment très spécial. Très, très spécial. Et voilà, voilà. Donc voilà, ben, je vais commencer avec l'article. Donc je l'ai scanné là tout à l'heure parce que je l'avais que sur papier, hein. J'avais trouvé ça sur Internet, dans les livres anciens, des choses comme ça. Et ah bonsoir Mathieu. Et, et donc je l'ai scanné, je vais le partager sur le groupe, mais juste après le live, hein, donc vous aurez accès, hein. Donc c'est vraiment une pièce ancienne. Donc si jamais un de vous le trouve, peut-être sur la bibliothèque Gallica où il y a les archives ou les très anciens livres et documents, peut-être qu'on peut le trouver, hein, je ne sais pas. Et donc là, je vais vous le montrer. Donc c'est un article qui est en très bon état là encore et qui est sorti dans Illustration en date du 15 avril 1893. Hein, donc, et on voit là, donc vous voyez l'antenne là, dans un champ, hein, donc en 1893, qui a appelé le géomagnétifère. Donc il s'appelait le géomagnétifère du frère Paulin. Et pour visualiser, donc vous voyez, c'est une perche en bois. Hein, donc vous voyez une perche en bois. Et vous avez au-dessus des fils de cuivre. Et le fil qui descend, c'est un fil de fer galvanisé. Et après, vous avez un peu comme, vous voyez, il y a dessiné les fils sur le champ, mais en réalité, ces fils sont enterrés, sont enfouis dans le sol, tout autour de l'antenne, hein. Donc on lira ça, hein, dans l'article en détail. Et vous avez là des personnages qui travaillent le champ, on va dire, hein. Et donc c'est une perche en bois. Et après il dit il y a des isolateurs en céramique, on va dire, qui isolent le fil du bois, hein. Voilà. Donc, et la hauteur, ben, vous voyez, c'est très haut, hein. Il parle de hauteur de 8 à 15 mètres, hein. Donc, dans l'article, il ne parle pas de la hauteur de 12 mètres 50, comme on peut trouver dans des articles après 1893, hein, sur le frère Paulin. Là, il ne parle pas encore d'une hauteur spécifique. Il parle d'une approximation de hauteur, hein. Donc on va lire ça. Je vais vous lire ça. Donc vous me dites si vous m'entendez bien aussi. Ah, bonsoir Marjolaine. Ah, je vais juste répondre à cette question. Marjolaine dit, dans un live, tu dis qu'on cherche à avoir un sol le plus résistif possible. Cela m'a surprise
car je pensais que c'était le contraire. Lorsque l'on épand du basalte, par exemple, n'est-ce pas pour rendre le sol conducteur? Peux-tu développer cela, s'il te plaît? On va dire que dans l'agriculture... Ah, je vais faire ça. Ah, je vais résumer, hein, parce que sinon ça va durer longtemps. Dans l'agriculture classique, conventionnelle, chimique, on va dire, hein, après, on aimerait bien que c'est l'électroculture qui devienne conventionnelle, hein, et classique, hein, mais on va dire dans la norme, donc ça veut dire ce qui est le plus euh, pratiqué aujourd'hui, hein, norme, ça veut dire ça, dans la normalité. Euh, dans la chimie, souvent, ils vont trouver que quand un sol a une certaine conduction, une certaine conductivité, et ils mesurent ça avec des petits appareils, hein, on peut mesurer ça, bah, ils disent qu'alors les ions, les engrais vont être plus facilement absorbés, c'est leur théorie, et donc ils cherchent à avoir une certaine conductivité. Pas de trop non plus, mais il en faut. Sinon, l'agriculture chimique ne fonctionne pas. Et dans le bio et dans la tendance électroculture, on va dire, là, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Dans le bio, les ions, on va dire, hein, les fertilisants, ouais, les molécules qui fertilisent, hein, ou on pense qu'ils fertilisent, ben, on veut qu'ils soient toujours pris ou utilisés par la vie, par les micro-organismes, et donc il n'y en a pas beaucoup de libres, et donc du coup, ça crée peu de conduction, et ça crée un sol plus résistif. Mais la plante va capter, ou les micro-organismes vont rendre disponibles les ions au fur et à mesure que la plante en a besoin, sans que le sol devienne vraiment plus conductif. Parce que si les ions sont libres, alors dès qu'il y a trop d'érosion, de pluie, ben alors ça essuie et ça lave et ça perd de fertilité alors. Et ça, on ne veut pas. Donc, dans les approches bio, en général, ils veulent plutôt un sol plutôt résistif et pas conductif, hein. Maintenant, la conduction a aussi des avantages. Avec l'électroculture, on peut avoir un sol résistif, mais en même temps aussi très conductif. On peut avoir les avantages des deux. Parce que avec le basalte, par exemple, là, on va plutôt conduire les champs magnétiques, hein, on va plutôt faire antenne avec les champs magnétiques. C'est encore autre chose que la conductivité, hein. Mais avec le biochar, par exemple, ou le charbon, qui est aussi très fertilisant, qui a aussi, c'est pas un fertilisant en soi, mais ça stimule très fort la fertilité du sol aussi. Ben, ça crée un sol très conductif, parce que le charbon est un des meilleurs conducteurs au monde, hein. Et donc là, on va capter alors les champs électriques, on va dire, les courants électriques, on va les amplifier localement. Et donc on voit que c'est une question qui n'est pas si facile à répondre, mais les deux peuvent être intéressantes. Tout dépend du comment c'est fait, hein. On va dire, si c'est fait avec des produits chimiques ou de façon naturelle, ça a une logique complètement différente, hein. Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup pour cette question, hein, parce que je pense que beaucoup se posent la question. Il faut avoir un peu, je dirais, des connaissances de comment fonctionne la fertilité du sol, les connaissances qu'on nous apprend à l'école classique, et après les connaissances qu'on apprend dans le bio, c'est tout à fait différent. Et après, voilà, il faut réfléchir un peu sur ces sujets.
la fertilité est encore un grand mystère, hein. Il faut bien comprendre qu'on est encore loin de tout comprendre là-dessus, même au niveau de la chimie, même au niveau du bio. C'est tout un monde. Mm. Voilà, voilà. Andrea pose encore une question. Je vais t'envoyer une nouvelle version de l'antenne spirale. Ah oui, oui, parce que Andrea a fait des nouvelles versions. C'est ce que je vous disais, hein. Ça, c'est déjà une ancienne version, hein. Chez Andrea, ça évolue très, très, très vite. Ça évolue très vite. Ah, il va vite, hein. Beaucoup plus vite que moi d'ailleurs. Et autre chose, encore une fois, inspiré. Ouais, donc aussi, ben, notre grand inspirateur à notre mouvance d'électroculture, c'est Justin Christoflo, hein. Donc Justin Étienne Christoflo, hein. Donc on en reparlera. Bah, avec Andrea, on va refaire une fois un live que sur lui, hein, que pour parler de lui très bientôt, hein. Ah ben, Andrea a encore découvert de nouvelles infos, je n'en doute pas. Voilà, ben, je vais commencer à lire, hein, parce que commencer à lire ce sujet. Voilà. Ah, Mathieu, Raphaël, vous êtes tous les deux là. Vous habitez que à quelques kilomètres l'un de l'autre, hein, je vous le dis, hein. Donc un jour, je vous ai déjà dit à vous deux, hein, mais un jour on se fait un petit rendez-vous, peut-être début janvier, avant qu'ils refassent leur confinement, tout ça. Ah, on fait une petite fête de Noël là dans le jardin. Parce qu'il paraît que maintenant il faut le faire dehors, à l'extérieur, donc on mangera une carotte. Ah, vaut bien en rigoler, hein. Ah, on va fêter Noël dehors. On fera un petit feu de camp. Ça nous rappellera. Ça nous rappellera les gilets jaunes. Voilà, voilà. Allez, je commence. Donc, c'est un article du 15 avril 1893 dans l'Illustration. Donc, c'est un magazine donc, qui s'appelle l'Illustration, numéro 2616. Donc, il y en a eu des numéros, hein, numéro 2616, page 287. Vous imaginez, aujourd'hui, il n'y a pas comme ça des magazines où vous avez déjà 2600 et des numéros. Peut-être c'est un magazine qui existait depuis un siècle ou 2 siècles déjà, et on est en 1893. Probablement qu'il y a eu d'autres articles d'électroculture dedans, hein, donc on va sûrement encore découvrir des choses, hein. Et vous allez voir, il y a toute une liste de noms d'électrocultivateurs, de chercheurs, donc il y a moyen de mener beaucoup d'enquêtes. Donc, on va commencer. Le géomagnétifère, une nouvelle méthode de culture électrique. L'électricité, la grande transformatrice de presque toutes nos industries modernes, exerce-t-elle, dans certaines conditions, une influence favorable sur la nutrition végétale? Peut-elle être utilisée par l'agriculteur en vue d'obtenir une germination meilleure, un développement plus parfait de la plante et par conséquent un rendement plus considérable de la récolte? Vous m'entendez bien? Vous me dites « Ah, bonsoir Gilles ». Alors, il y a Gilles qui a aussi eu un très bel article, hein, donc là, c'est sur les îles de Tahiti, hein, je pense, donc aussi à découvrir sur le groupe. Un grand merci Gilles. Et donc je continue. Voilà des questions très discutées, très controversées ces derniers temps. Ce ne sont pourtant pas les expérimentateurs qui ont manqué à ce sujet. Donc, on pourrait lire ça. Aujourd'hui, ce serait pareil, hein. C'est pareil, hein. Donc, c'est aussi très controversé. Et pourtant, il n'y a pas les expérimentateurs qui manquent, hein. Et donc, il dit, car depuis l'abbé Nollet, von Membray, Menou et Bose, qui ont fait les premiers essais vers 1750, nous avons à mentionner les noms de l'abbé Bertholon, 1785, donc c'était encore sous le roi Louis en France, hein.
à 1785, Jalabert, Gardini, Ingenhaus, von Cormoy, Vassaly, Dornoy, Rosière, Bilsborough, 1797, Rouland, Humboldt, il est très connu lui, hein, donc ça c'est très intéressant. Humboldt, Sennebrère, 1801, De Candolle, 1806, Reuter, Shepard, 1840, Forster, Beckeinsteiner, Loublek, 1847, Hervé Mangeon, M.M. Prieux, 1861, Frestier, Barat, 1875, Wiener, ça, Wiener, Wiener, Siemens, ah non, c'est Wiener, Siemens. Est-ce qu'il y aurait un lien avec la société Siemens? Peut-être. 1880, DRA, 1881, Grando, il est connu aussi, hein, j'avais lu un vieux article où il parlait beaucoup de lui aussi. Leclerc, Célie, Wolny, Macagno, Mallet, Delettrez, Spechnew, lui il est aussi très connu, hein, il y a quelques articles sur lui aussi. Rivoire, Selim Lemstrom, très connu aussi, Naudin, Garola, Bailey, Talavigne, Gébonnier et Lagrange, 1892. Mais, et après, donc vous avez vu la liste que j'ai mentionnée là, simplement dans cet article, de chercheurs connus dans ce temps-là qui ont travaillé dans l'électroculture. Et là, c'est un article, hein, je fais mes commentaires là, hein. Donc c'est un article de 1893, et là, il faut référence à des chercheurs jusqu'à un siècle avant, un siècle et demi avant. Donc, il n'y avait même pas Internet, mais ils avaient des sacrées bibliothèques, je dirais, hein, pour pouvoir retrouver toutes ces informations et être au courant. Faut s'imaginer ça. Aujourd'hui, imaginez que vous n'avez pas Internet. Qui irait chercher comme ça dans les bibliothèques tous les vieux livres, articles? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Voilà, mais quand j'étais étudiant, j'adorais passer mon temps dans les bibliothèques, chercher. Ah, dans ce temps-là, je cherchais sur l'influence de la musique sur les plantes. Mais parfois, je pouvais passer des heures et j'avais rien trouvé de nouveau, mais je savais que à un moment donné, j'allais trouver quelque chose. Et alors, je repassais encore des heures, et alors je trouvais une petite information par-ci, une petite information par-là. Et ah voilà, c'était comme un détective, hein, c'était super ça. Voilà, je continue. Mais il faut bien le dire, il y a eu tant d'échecs, tant de résultats contradictoires, que bien des personnes accueillent maintenant avec un scepticisme absolu tout ce qui a trait à l'électroculture. Et cependant, il ne faut pas oublier que sur le terrain expérimental, le seul admis en matière scientifique, les faits négatifs sont sans valeur probante en face de faits positifs bien constatés et répétés à volonté. Voilà, ce qui compte, je dirais, c'est comme il dit. Voilà, on a tous eu des échecs dans nos jardins, dans nos champs, on a tous eu des techniques où on n'a pas vu forcément des résultats. Mais on a aussi eu des résultats. On a aussi eu des super résultats. Et là, on reproduit, après on améliore, et après on a encore des meilleurs résultats. Et c'est ça. Et il faut jamais laisser tomber au premier échec. C'est pas parce que on a un jour un échec que ça va pas aller après. Tous ceux qui réussissent ont eu des échecs. On ne peut pas réussir sans avoir d'échecs. Heureusement que je ne vous partage pas tous mes échecs, hein, parce que sinon il n'y aurait que ça. Ah, j'exagère un peu, mais pour une réussite, on a tous eu beaucoup d'échecs aussi, hein. Mais après, on a des techniques qui sortent du lot, qui donnent des super résultats. Et c'est ça dont on va parler là. Ça, c'est du kéfir bien vivant. Voilà. Et donc, je continue. Où est-ce que j'en étais?
Toutes les anciennes méthodes de culture électrique ont plus ou moins complètement échoué. Soit cela prouve tout simplement que ces méthodes étaient défectueuses et n'entraînent nullement la non-réussite d'une méthode différente. Voilà. Si une fois ça marche pas, ben voilà, il peut y avoir plein de raisons, hein, mais peut-être qu'on n'a pas bien installé aussi. Ça arrive aussi, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'une autre méthode peut fonctionner. Le nouveau procédé d'électroculture imaginé par le frère Paulin a été étudié par son inventeur en des expériences scientifiquement conduites et contrôlées. Et son efficacité est appuyée sur des preuves suffisantes, on va le voir, pour forcer l'attention. Depuis longtemps, le frère Paulin s'occupe de culture électrique. Mais quand il eut acquis la certitude de l'influence favorable de l'électricité sur la végétation, que d'essais, de tâtonnements, de modifications de détails il lui a fallu faire pour passer de la théorie à la pratique et déterminer la meilleure méthode d'utilisation du fluide. On parle du fluide électrique. Donc voilà. Donc ce qu'il dit là, c'est intéressant aussi cette phrase, parce que voilà, parfois il suffit de changer un petit détail et on a des super résultats, ou on n'a pas de résultats. Donc ça c'est intéressant aussi, hein. Parfois un petit détail, ça joue beaucoup. Et hop. Donc les premiers, je continue. Voilà pourquoi les premiers essais sérieux datent seulement de 2 ans. Campagne agricole 1890-91. Ouais, après, les premiers essais sérieux, je pense qu'il y en a toujours eu, hein, mais voilà, chaque personne dans son époque, il pense qu'il est le plus sérieux. Je pense, je sais pas, mais voilà. Par un appareil de son invention, le géomagnétifère, le frère Paulin capte et répand ensuite dans le sol, au voisinage des racines, l'électricité qui, par suite des phénomènes météorologiques, orages, pluie, vent, etc., existe naturellement dans l'atmosphère à une faible distance de la Terre. Le géomagnétifère est constitué par une perche résineuse, la plus haute possible, généralement 12 à 18 mètres, qui est plantée dans le sol et supporte par l'intermédiaire d'isolateurs en porcelaine une tige de fer galvanisée, se terminant en l'air par une sorte de balai métallique formé par 5 branches de cuivre. Voilà, donc c'est une perche en bois, de bois résineux, on va dire du sapin par exemple. C'est ce qui est le plus facile à trouver. Et donc résineux, il dit peut-être ça a son importance que ce soit résineux, hein, parce que la résine peut capter aussi de l'électricité statique et tout ça, hein, c'est spécial la résine. Et après vous avez un fil de fer galvanisé, hein, c'est ça qu'on a vu, hein, donc constitué d'une perche résineuse, la plus haute possible, généralement entre 12 à 18 mètres de haut, hein, donc qui est planté dans le sol et supporte par l'intermédiaire d'isolateurs en porcelaine une tige de fer galvanisé. Donc c'est un fil de fer galvanisé ou une tige qui descend. Et vous avez 5 branches de fil de cuivre ou de matière de cuivre au-dessus. Voilà. Donc c'est comme ça que faisait donc le frère Paulin dans ses essais qu'on va lire. Ce balai collecteur de l'électricité communique par un fil de fer avec un réseau d'autres fils qui, espacés de 2 mètres en 2 mètres, répandent le fluide fécondant dans toute l'étendue de la terre arable à influencer. Cette étendue varie suivant la hauteur de la perche. 30 arts par exemple pour une perche de 15 mètres. Donc, quand vous avez une grande perche comme ça de 12 à 15 mètres, ça fait 30 arts. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est 3000 mètres carrés.
Donc là, vous avez, vous pouvez faire un jardin classique, une perche comme ça, une longue perche, et vous pouvez, on va dire, presque doubler vos récoltes sur tout votre potager, hein. Donc c'est quand même pas rien. Vous pouvez être quasiment autonome. Imaginez que vous étiez autonome à 60-70%. Bah là, si vous faites de l'électroculture, bah maintenant vous serez autonome à 100%. Voilà, au niveau nourriture. Parce que vous allez tellement augmenter les récoltes et la résistance au froid aussi, différentes choses qui vont faire que vos légumes, vos fruits vont être plus nourrissants aussi, hein. Donc même pour la même quantité, vous aurez plus de vitalité, de nourriture, on va dire. Ah, donc je retourne là-dessus. Et donc, ah oui, il enterrait donc les fils tous les 2 mètres, hein. Donc là, on retrouve cette distance de 2 mètres qu'on va retrouver aussi après dans les techniques de Justin Christofleau, qui viennent après. Justin Christofleau va dire c'est plutôt après la Première Guerre mondiale, qui fait de l'électroculture, donc à partir de 1919. Oui, là, je viens de lire hein, un petit aparté là. De faire un hommage à Patrick Flanagan, qui est décédé le 19 décembre 2019. Donc c'est exactement il y a un an. Et donc Patrick Flanagan, on va aussi en reparler, j'en ai déjà parlé, lui c'était vraiment un pionnier, un chercheur, un génie aussi, euh, autour de l'électromagnétisme, l'électricité, du magnétisme, des ondes, du bien-être aussi, et des effets des pyramides, hein, donc le sujet qui nous intéresse énormément aussi. Et donc c'était vraiment vraiment un génie, hein. Ben voilà un hommage à Patrick Flanagan qui j'aurais bien aimé le rencontrer demain lors de son vivant, mais voilà, la vie a fait que c'est différent. Mais j'ai appris à connaître ses travaux, ses livres, il y a une vingtaine d'années, et ça m'a toujours passionné. Il a par exemple développé le neurophone. Le neurophone, c'est un petit appareil comme un Walkman, un petit appareil électronique. Vous mettez le son par un lecteur CD ou le fil audio jack qui rentre, et après il ressort et vous mettez 2 électrodes ou une électrode sur votre peau, même sur votre orteil si vous voulez, et vous entendez le son dans votre tête. Pourtant, il n'y a pas de son, mais vous l'entendez à l'intérieur de vous. Il court-circuite votre oreille et vous l'entendez directement sur votre nerf auditif qui est capté. Et il a développé comme ça des techniques pour communiquer, traduire les ultrasons des dauphins en langage humain et inversement. Et c'était un génie, ce Patrick Flanagan. Vraiment un génie. Voilà, donc un grand hommage à Patrick Flanagan et aussi Justin Christofleau, à tous les pionniers, tous les chercheurs et tous les génies autour de l'électroculture. Voilà, je continue. Donc, où est-ce qu'on en était là? Ouais, voilà, tous les 2 mètres, donc répandent une... voilà. Dans la gravure ci-dessus, les fils conducteurs sont figurés à la surface de la Terre pour bien montrer leur disposition. En réalité, ces conducteurs sont enterrés à une profondeur suffisante pour ne pas gêner les travaux de la culture. Donc, entre 15 cm à 50 cm. Donc, je dis toujours, il ne faut pas enterrer plus de 50 cm parce que j'ai déjà fait ça. C'était un de mes échecs sur tout un champ. Alors imaginez, vous travaillez là la moitié de la journée ou toute la journée à installer de l'électroculture et j'avais mis très profond parce que l'agriculteur, il labourait encore. Et c'était pas pour, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez. Et mais il voulait quand même faire l'essai. Alors on avait bien mis à peut-être 1 mètre de profondeur.
ben, il n'a pas vu de résultat à 1 mètre de profondeur. Donc, faut vraiment pas dépasser 50 cm, je dirais. Hein. L'électroculture va très bien avec les techniques sans labour, où on va travailler le sol qu'en surface ou ne pas le travailler du tout. Alors là, ça va vraiment très bien ensemble. Hein. Bien entendu, une telle installation dure plusieurs années. L'appareil fonctionne tant que les fils n'ont pas été complètement détruits par la rouille et permettent encore le passage du courant électrique. Voilà, c'est logique. Et là, c'est intéressant. Si vous prenez un fil de fer galvanisé épais, ben, il durera beaucoup plus longtemps dans le temps que si c'est un fil de fer fin. Si c'est un tout fin, en 1 ou 2 ans, il sera mangé par la rouille en fonction des sols. Mais si c'est voire 2 mm et demi 2 mm et demi carré, par exemple, ben là, il va durer des années. Hein, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça vaut toujours. Et aujourd'hui, je dirais, cette technique, elle est même encore très, très utile aujourd'hui. Même dans les champs. On ne s'imagine pas, mais des perches, par exemple, des hautes perches, maintenant, on peut avoir des perches en carbone. C'est flexible. Si ça bouge dans le vent, à la limite, on s'en fout. Si c'est bien dans le sol, c'est super solide. C'est comme les mâts des bateaux. Avec les technologies d'aujourd'hui, on peut imaginer de faire des versions aussi avec des perches très hautes, d'en mettre quelques-uns à l'hectare et d'avoir des résultats comme ça sur des grandes surfaces. Hein. Naturellement, enterrer les fils, c'est un peu plus compliqué pour des grandes cultures, mais déjà faire des grandes perches, ça peut déjà aussi avoir une influence sur une grande surface. Hein. Il faut donc la première, donc là maintenant, il va parler des expériences et des résultats. Ça, c'est naturellement ce qui nous intéresse le plus. Hein. Donc voilà un petit truc. Ah oui, pour ceux qui veulent l'antenne à Andrea, vous pouvez, j'en ai quelques-uns de ceux-là, mais Andrea va m'en envoyer de nouveaux. Hein. Donc vous aurez sur mon site internet les antennes à moi et les antennes de base à Andrea. J'aurai peut-être pas tous, mais quelques-uns de base. Hein. Et sinon, vous pouvez aussi lui acheter directement sur son site. Voilà. La première expérience d'électroculture du frère Paulin a été faite au printemps 1891 dans un champ de pommes de terre appartenant à un cultivateur des environs de Montbrison, pour ceux qui habitent près de Montbrison. Au mois de juillet, une visite annoncée par les journaux eut lieu et un procès-verbal de constatation annonça les résultats suivants. Le regard est arrêté par une irrégularité sensible dans la végétation du champ. Dans un cercle limité exactement par la place occupée dans le sol par les fils conducteurs de l'électricité atmosphérique, les plants de pommes de terre ont une vigueur double de celle des plants occupant le reste de la terre. Donc une vigueur double des plants de pommes de terre. Et cela sans une lacune, sans un vide, sans un point faible dans ce groupe de tiges superbes, circonscrits nettement comme par un trait de compas. Donc dans la zone électroculture, c'est homogène, des tiges superbes, que dans la zone témoin, c'est vraiment pas homogène et beaucoup plus petit. Voici le rapport de la commission qui, déléguée par la Société d'agriculture de Montbrison, a décerné au frère Paulin une médaille de vermeil. Hein, merveille, j'allais dire une médaille de merveille, mais là c'est une médaille de vermeil. Un géomagnétifère de 8,50 m de hauteur a fait sentir son influence sur une superficie de 20 mètres de rayon. Donc ça, c'est intéressant.
Donc une antenne de 8 mètres 50 a eu un effet sur 20 mètres de rayon. Donc ça fait un diamètre de 40 mètres. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est déjà un beau jardin, ça. Hein. Hein, donc avec une antenne, on peut comme ça traiter tout un jardin. Intéressant. Dans cette partie, donc ce qui est intéressant aussi, c'est vers le sud, comme vers le nord, vers l'est, vers l'ouest. Parce que là, il ne faut pas de distinction. Ils n'ont pas vu une différence entre les côtés. Hein. Donc c'est vraiment tout autour de l'antenne. Ça, c'est intéressant. Donc voilà. Donc c'est là qu'on voit que c'est plutôt l'effet électrique là qui agit. C'est pas l'effet magnétique. Si c'était l'effet magnétique, on verrait plus les résultats vers le nord. Hein. Que là, c'est vraiment purement l'effet électrique. Dans cette partie de la Terre, les tiges de pommes de terre, d'un volume et d'une végétation extraordinaire, ont conservé jusqu'à ce jour, 23 septembre, une verdeur qui contraste sensiblement avec les portions voisines. Ces tiges ont été mesurées. Elles atteignent jusqu'à 1,47 m de hauteur et 2 cm de diamètre. Après cette première constatation de la végétation extérieure, les membres de la commission ont désigné sur cette portion du champ influencé 2 quadrilatères de 16 mètres chacun de superficie, puis dans le reste de la terre, 2 carrés de même contenance. Ces 4 carrés ont été désignés sans choix spécial d'un endroit dénotant une végétation plus forte, mais répondant à la moyenne, soit de la partie influencée du champ, soit de l'autre partie. Les 32 mètres de superficie de la portion influencée ont fourni 90 kg de tubercules, 90 kg de tubercules ou 90 kg de tubercules. Les 32 mètres de la portion non influencée ont fourni 61 kg. Donc le témoin 61 kg, le traité électroculture 90 kg. C'est une grande différence quand même. La production par hectare serait par conséquent de 28 000 kg pour la partie influencée au lieu de 18 700. Donc si on rapporte ça à l'hectare, alors donc la production par hectare serait par conséquent de 28 000 kg pour la partie influencée au lieu de 18 700. Donc 28 tonnes au lieu de 18,7. C'est marrant. Je vous avais déjà parlé souvent que les chiffres 28, 5 me suivent hein, dans mes recherches électroculture. C'était aussi bien avec la musique et les plantes. Parce que je suis né à 28 mai 1976. Et là, on retrouve là, 28 000 kilos, vous voyez. Et tout à l'heure, on voyait, c'était 8 mètres 50 et ça avait un rayonnement sur 20 mètres. Donc, on a le chiffre 8, 5 et 2 de nouveau. Vous voyez, c'est fou quand même. J'ai pas fait exprès. C'est peut-être que j'avais déjà décidé de ma mission avant de naître. Et j'ai dit, oh, moi, je nais le 28. C'est le 28 que je vais sortir de ma maman. Je ne sais pas. Il y a quelque chose... je ne sais pas. Ce produit obtenu sans fumure spéciale, avec une variété d'un faible rendement, pomme de terre violette ordinaire. Donc, c'est une variété d'un faible rendement. Et là, donc je continue, égale les récoltes de culture intensive à grosses dépenses d'engrais chimiques. Donc là, avec une variété de pommes de terre à faible rendement, ils ont des récoltes comme les variétés de culture intensive plein d'engrais. Ah, c'est incroyable, c'est pas incroyable, mais c'est super, c'est merveilleux. Et ça, pour faire aparté, j'ai un agriculteur dans le nord de l'Alsace où j'avais mis aussi l'électroculture en place. Et c'était il y a déjà de nombreuses années, c'était vers 2011, je pense, ou quelque chose comme ça. Et il avait une terre
sans irrigation, très sableuse, un peu sur une colline comme ça. Et ses copains agriculteurs disaient, oh, si tu n'irrigues pas, tu n'auras pas grand-chose, ta terre est pauvre, tu ne vas pas récolter grand-chose. Ben, il a mis la pomme de terre rate, la variété rate, hein, qu'on connaît, précoce, très bon goût, mais qui produit pas tellement. Ben là, il en a eu, il en a eu, il en a eu. Il n'a jamais eu une aussi belle récolte. Et, euh, et comparé à ses collègues, il avait la meilleure récolte de tous. Et il en a eu, il en a eu. Et il faisait des paniers, il faisait en AMAP. Et ses clients, ils en ont eu de la pomme de terre, ils en avaient marre tellement ils en recevaient. Hein, voilà. C'était une belle anecdote par rapport à ce qu'il constate là aussi. La pomme de terre réagit très bien à l'électroculture. Donc, je continue. Ah oui, ce qui est intéressant là aussi dans cette phrase, c'est que donc égale les récoltes de culture intensive à grosses dépenses d'engrais chimiques. Déjà, il y avait le problème des engrais chimiques en 1893, vous imaginez. Et là, déjà, ils montraient qu'avec l'électroculture, ils arrivaient à des résultats similaires, mais sans engrais. Juste un peu de fumure organique classique, mais sans engrais chimiques. Hein. Voilà, c'était où les fumures, la fumure, il parlait à un moment donné. Ah, c'est pas grave. Mais voilà, sans engrais chimiques. C'est ça qui est intéressant, c'est que on peut, aujourd'hui, les engrais chimiques ne sont plus une nécessité, ça veut dire. Ça veut dire qu'avec les techniques d'électroculture, on peut garder le même niveau de récolte sans engrais. Donc c'est moins d'intrants, moins de dépenses, moins de pollution. Voilà, qu'est-ce qu'on veut de mieux, hein? Voilà, je ne sais pas si le ministre de l'Agriculture nous écoute ou le ministre d'un autre pays ou le conseiller, ben voilà, vous savez. Voilà, vous pouvez demain, vous pouvez annoncer, on a trouvé la solution. Si vous écoutez, là, on n'a plus besoin des engrais chimiques. Les lobbies, voilà, rentrez chez vous à la maison, cherchez un emploi, un autre emploi, et c'est tout. Ah, on va dire ça. Ah, il y aura beaucoup d'emplois dans l'électroculture. Hein. Beaucoup de nouveaux emplois. Voilà, voilà. Donc, je continue. Le 11 octobre, la différence était encore plus sensible. Donc là, c'était des mesures qui avaient été faites le, c'était le fin septembre. Hein, et maintenant, voilà, un peu plus tard, le 11 octobre, la différence était encore plus sensible. 60 pieds influencés fournissaient 63 kilos de pommes de terre. 60 pieds non influencés, seulement 38 kilos. Donc, c'est quand même intéressant parce que là, on a une variété qui ne produit soi-disant pas beaucoup, hein, une variété pomme de terre violette, et 60 pieds produit 63 kilos. Ça fait plus d'1 kilo par pied. Hein, donc, c'est quand même pas mal. Plus d'1 kilo par pied, c'est pas mal. Et même aujourd'hui, c'est super. Hein, ça. Et les 60 pieds non influencés, seulement 38 kilos. Hein, donc, la deuxième expérience eut lieu dans un vignoble. Le procès-verbal constate que la maturité des raisins est plus avancée et bien plus régulière dans le cercle influencé que partout ailleurs. Le jus des raisins, choisi très mûr, a donné au pèse-mou et à l'alcomètre les résultats suivants. Mou influencé, sucre 16 degrés,2, alcool 10,4. Mou non influencé, sucre 14 degrés, alcool 9. Voici maintenant quelques résultats de l'année suivante, 1892. Ah, donc pour revenir à la vigne là, donc là vous voyez qu'il y a un taux de sucre 16 à la place du témoin 14 et l'alcool un taux de 10,4 au lieu du témoin 9. Ce qui est beaucoup, hein,
c'est plus de 10% de différence, hein, ce qui est pas mal, hein. Voici maintenant quelques résultats de l'année suivante. Ah, pour revenir à l'alcool, ben là, il y a Andrea qui a fait pas mal de tests avec des vignerons en Italie, avec des résultats, je pense, similaires, hein. Il en a déjà parlé. Euh, il y a maintenant aussi plusieurs vignerons là, cette année qui vont installer l'électroculture en France, hein, donc ça va être très intéressant. Euh, voilà. Donc maintenant, des résultats de l'année suivante, de 1892. Dans l'enclos des frères des écoles chrétiennes, noviciat de Vals près le Puy, on a installé au mois d'avril un géomagnétifère de 24 mètres sur un champ d'épinards semé l'année précédente. Donc, au mois d'avril, je résume, au mois d'avril, ils ont installé un géomagnétifère de 24 mètres sur un champ d'épinards qui avait déjà été semé l'année d'avant. Donc en automne 1891 probablement, hein, ou l'hiver 1891. Et donc en avril, donc l'épinard est déjà bien en place, hein, et donc en avril, ils installent l'antenne. 24 mètres, c'est quand même... dès les premiers jours de mai, donc on va dire un mois après, on pouvait remarquer une différence manifeste quant à la vigueur et à la couleur des plantes. Différence parfaitement délimitée par une ligne droite correspondant au fil conducteur du fluide électrique. Le 14 mai, sur une surface de 5 mètres 40, de 5 mètres 40 dans chaque partie, les épinards arrachés avec leurs racines et pesés ont donné, partie influencée, 24 kg 400, partie non influencée, 19 kg 700. Donc le 14 mai, donc ils arrachent les épinards avec les racines et la partie influencée à 24 kg 400 et la partie témoin, donc non influencée, 19 kg 700. Donc ça fait quand même 4 kg 4 kg 700 de différence, hein. C'est pas mal. Soit par mètre carré, une différence de 0,870 grammes. Le 21 mai, la différence atteint 1 kg 400. Et le 27 mai, une commission de professeurs, d'agriculteurs, etc. constate l'action de l'électricité atmosphérique amenée par le géomagnétifère, action qui se traduit par une différence de produit atteignant 1 kg 800 par mètre carré. Donc vous voyez la différence de croissance on va dire, en un mois et demi. Un mois et demi. C'est vraiment une grande différence, hein. Donc là, on voit que même si la culture est déjà en place, et que vous mettez l'électroculture en place comme ça, sur les épinards par exemple, ben on voit encore les résultats, les différences. Que parfois, on ne voit pas parce que la différence peut aussi se faire énormément au début, au semis, à la germination, aux premières semaines de croissance. Mais là, la culture est déjà en place depuis 3-4 mois et ils installent l'antenne en avril et au mois de mai, ils voient des super résultats, des grandes différences. Je continue. À Teutz, Thuyts, c'est un village ou ville en Ardèche. On a obtenu des épinards dont les feuilles atteignaient 0,35 m, donc 35 cm de longueur, et des céleris de 90 cm. À Tours, des tiges de pommes de terre de 2,45 m. Dans la Haute-Loire, des raves et des navets superbes. À Orchy, dans le nord, des betteraves à sucre
d'une plus grande richesse, etc. Donc vous voyez là, dans toutes ces villes, dans les écoles d'agriculture proches, probablement il doit y avoir des archives où ils parlent d'électroculture, hein. S'ils ont survécu les guerres aussi, mais quand même, ça doit se trouver ça. À parté, il y a, pour Eric qui fait beaucoup de recherches sur Justin Christoflo aussi, et Andrea, euh, il y a eu des recherches officielles à l'université de Metz sur les antennes de Christoflo. Ce serait bien si on arrive un jour à trouver ces documents. Voilà, il faudrait qu'on contacte l'université, qu'on trouve un moyen de trouver ça. Mais voilà, ça c'est n'a pas encore trouvé pour l'instant. Voilà, je continue. Des betteraves à sucre, donc à Orchy, dans le nord, des betteraves à sucre d'une plus grande richesse, etc. De quelle façon se comporte l'électricité pour produire des résultats aussi remarquables? Y a-t-il décomposition de l'air et fixation de l'azote dans la terre? Ou bien le fluide agit-il simplement en rendant plus rapidement et plus parfaitement assimilables les matières utiles contenues dans le sol et les engrais? Autant de problèmes à résoudre. Voilà, après honnêtement, même si on ne sait pas comment ça agit, ça agit, hein. Et honnêtement, voilà, c'est très intéressant. Là, on veut naturellement, là, il pose des questions parce qu'il se demande comment ça fonctionne, hein. Et les questions, vous voyez, les questions correspondent toujours à notre niveau de conscience, à notre état de conscience, à nos dogmes, c'est un reflet comme un miroir de ce qu'on pense. Et donc, on va poser des questions en fonction de ça. Et on voit que déjà les questions partent d'un, d'un bagage dogmatique que la plante pousserait forcément par des engrais, des fertilisants, de l'azote, ou que l'électricité rendrait plus facile l'absorption des engrais ou des fertilisants. Mais qui dit que, il y a besoin de fertilisants, de molécules? Qui dit que la vie est matérielle? Voilà, c'est, vous voyez, ça part déjà. On est tellement inondé de matérialisme depuis tout petit qu'on pense que tout est matériel, qu'il y a une explication matérielle aux choses. Mais si le matériel n'était que la pointe de l'iceberg de processus énergétiques, alors ça change tout, ça change complètement la façon de poser la question aussi. Ça change complètement les questions qu'on se pose aussi. Voilà, et c'est ça aussi que je veux amener à prendre conscience dans l'agriculture en général, hein. C'est qu'il faut sortir de cette vision euh, purement matérialiste, voilà, de la vie. La vie est bien plus que ça, hein, bien plus. On n'est pas des robots. La plante non plus n'est pas un robot. Il suffit de mettre telle ou telle matière, non, pas du tout. Christophe Lowe montrait aussi ça par des expériences où il faisait pousser des céréales dans des bacs de galets avec des antennes, sans engrais, sans rien. Et il avait des résultats spectaculaires. Donc ça montrait qu'il n'y avait pas besoin de fertilisants comme on nous le fait croire, hein. Ça fonctionne différemment encore, la vie. Donc, le lecteur est édifié sur la nouvelle méthode d'électroculture et je pense qu'il ne sera pas plus difficile à convaincre que les nombreuses sociétés agricoles qui ont sanctionné par des récompenses les succès obtenus par le frère Paulin.
Il ne reste plus maintenant qu'à trouver à diriger l'influence de l'électricité dans les régions du ciel comme en dessous du sol. La chaleur exceptionnelle du printemps que nous traversons, après avoir été saluée et fêtée par les citadins affamés de promenades champêtres, commence à prendre aux yeux des agriculteurs les proportions d'un véritable fléau. La science aidant, trouverons-nous un jour le moyen de faire à notre gré la pluie et le beau temps, et, après avoir fertilisé artificiellement la terre, de préserver sa surface de la sécheresse? Pourquoi pas? Voilà, c'est Crépeau qui s'appelle. Bon. Donc, j'en ai les frissons. Parce que comme vous savez, j'ai aussi créé un groupe qui s'appelle Générer la pluie et le beau temps. Et là, vous voyez, ça finit par une note finale où on parle de générer la pluie et le beau temps. Est-ce qu'avec ces antennes, on pourrait donc influencer la pluie et le beau temps? Et moi, je dis oui. Hein, ça, je vous en avais déjà parlé. Hein, ils ont effectivement remarqué que cela influence euh, la pluviométrie et l'apparition ou pas de la grêle. Ça protège même de la grêle, hein, etc. Donc il y a plein de techniques autour de ça aussi qui ont été recherchées. Hein. Voilà, voilà. Donc là, j'ai lu l'article. Hein. Donc c'était quand même voilà, un article sympa, très intéressant. On a appris des nouvelles choses. Voilà, très sympa. Et surtout, il y a beaucoup de noms qui ont été là mentionnés. Et je pense qu'on va encore trouver des nouvelles choses. Donc là, il parle de culture électrique. Peut-être que sous le terme, au lieu d'électroculture, parce qu'ils n'utilisent pas toujours le mot électroculture, hein, parfois ils utilisent juste le mot électricité biologique, culture électrique. On peut trouver sûrement encore beaucoup de nouvelles informations. Mm. Voilà, voilà. Là derrière, il y a quoi? Ah ben, regardez là. Là derrière, c'est une image, page 288. C'est une image qui donne le ton pour l'avenir, qui se prépare aussi en Occident et dont beaucoup de pays sont victimes dans le monde. Hein. C'est une image où il y a marqué la famine en Algérie, distribution de vivres au moulin de Hatch Kadour près de Miliana. Dessin d'après nature de notre envoyé spécial, Monsieur de Hannen. Ben là, on voit voilà, des familles pauvres euh, qui cherchent de la nourriture, qui reçoivent comme de la soupe ou quelque chose. Regardez. Voilà. Et ça aussi, avec l'électroculture, on peut éviter ça. Voilà. Avec l'électroculture, ben, on peut rendre les pays bien plus indépendants au niveau agricole. Hein. Si on réfléchit à l'échelle d'un pays, rien qu'avec cette technique des perches et des fils, des bouts de fil, imaginez-vous, il y a pas besoin de faire des grandes études pour assembler des bouts de fil et des perches. Hein. Rien qu'avec ça, on peut déjà augmenter c'était parfois doubler des récoltes, ou augmenter facile, je dis toujours plus de 30%. Je dis ça comme ça parce qu'en général, on a plus de 30%, mais parfois c'est le double, parfois c'est un peu moins. Euh, donc rien qu'avec ça, avec des bouts de fil, vous imaginez, et encore, on n'a pas encore, là-dedans, on n'a pas encore appliqué les techniques où on va dynamiser les semences, on n'a pas encore appliqué les tourons paramagnétiques ou le basalte ou d'autres techniques toutes simples qui peuvent aussi énormément augmenter les récoltes. Hein. Donc voilà. Donc commencer, c'est vraiment les débuts. L'histoire nous montre les débuts, les techniques qu'on peut commencer simplement à expérimenter dans son jardin.
On peut faire ça avec ses enfants, on peut faire ça avec... c'est très familial. On peut expliquer le monde invisible électrique à ses enfants grâce à l'électroculture aussi. Ça permet d'ouvrir les esprits et après on voit les résultats. Parce que je peux vous dire, si votre enfant va cueillir une fraise grosse comme ça, ou des tomates comme ceux à Richard là, de 500 grammes à 1 kilo et plus, ou des salades de 30-50 cm de diamètre, je peux vous dire qu'ils comprennent aussi bien la différence. Et le voisin, il comprend très vite aussi. Et très vite, le voisin, il vous demande, mais comment tu fais? Explique-moi, chez moi, ça va pas. Euh, voilà, donc je pense que là, voilà. Hein. Euh, voilà aussi une petite info importante. Si vous n'avez pas encore vos graines, vos semences pour la saison prochaine, procurez-vous les graines, les semences, parce que c'est très important. On ne sait pas, ils nous parlent déjà de confinement, après de peut-être de rationnement, de pénurie, de magasins fermés. Hein. Ils ne se gênent pas. Vous avez vu, ils ont été capables déjà de tuer tous les commerces, tous les restaurants, les bars, et pour de nombreux mois. Hein. Très peu, très peu vont survivre ce choc économique. Et donc, ils sont capables de tuer des milliers de commerces comme ça. Donc, ils sont aussi capables de fermer d'autres commerces et de vous empêcher d'être indépendant et d'acheter vos graines, hein, je vous le dis. Donc, achetez-les déjà maintenant, ou procurez-vous, ou échangez, hein, c'est pas forcément acheter, mais créez votre banque de graines, très important, parce que si on va vers des temps qui ressemblent à des guerres, ou à des grosses révoltes, ou à des crises énormes, euh, euh, au meilleur des cas, les graines vont coûter une fortune, et au pire, on ne pourra même pas en avoir, hein, tout simplement. Donc procurez-vous déjà des graines. Moi, j'ai proposé là à une dame du conseil municipal du village de créer carrément une banque de graines à la mairie aussi, hein, comme ça, si, qui est aussi une sorte de point central du village, de la communauté, où on peut aussi chercher des graines, hein, dans l'esprit d'échange, hein, de partage, hein, c'est pas de faire un commerce, hein, ils ne peuvent pas concurrencer les magasins, mais dans l'esprit d'échange. Et je pense que ça, c'est un projet, au-delà de toutes les couleurs politiques, ça peut que être positif, ça peut qu'apporter du positif. Et il suffit de quoi, matériellement parlant? Une étagère dans une armoire de la mairie, c'est tout. Ou un bout d'armoire dans la mairie. Protéger des souris, bien fermé, qui n'y ait pas les souris naturellement, ou qui n'y ait pas les mites. Hein, mais voilà, mais bien fermé, et vous pouvez là stocker des graines. Et après, si une personne du village veut quelques graines, on peut par exemple dire, voilà, chacun a droit à un certain... au partage, on va dire, voilà, pour que tout le monde ait accès aux graines, que tout le monde puisse commencer à faire du potager. Et moi, je dirais, parlez-en à tous les villages de toute la France, partout, toutes les communautés, faites une banque de graines et participez, donnez déjà quelques graines pour commencer cette banque de graines. Et parce qu'on en aura besoin, moi je vous le dis. Hein. Déjà, c'est bien, même si on n'en a pas forcément besoin, c'est bien de le faire. C'est, c'est, c'est la vie. C'est comme si vous mettez un germe de vie au cœur du village. Ouais, c'est ça. Et, euh, et ça, au-delà de toutes les couleurs politiques, on peut être que positif à cette initiative. On peut être que d'accord, voilà, ça rassemble tout le monde. Voilà, voilà. Ben, je pense que dans mon village, là, où j'habite, ça va se faire, je l'espère. Et sinon, voilà.
entre voisins, entre amis, on se connaît et on peut se partager aussi des plants et des graines, hein. Alors, ça se fait déjà aussi, hein. Mais voilà, ça, c'est bien de stimuler cette idée parce qu'on en aura bien besoin. Voilà, voilà. Ben, merci à vous tous, hein. J'ai fait le tour de cet article. Je vais voir s'il y a encore des questions que je n'aurais peut-être pas vues. Donc, ouais, donc là, on est déjà à 1h20, donc je ne vais pas faire trop long maintenant. Se déborde de cendres de bois. Comment utiliser au jardin? La cendre de bois, faites très attention, il faut vraiment en mettre. Si vous en mettez, mettez-en qu'un tout petit peu. Ah, c'est vraiment, je pense que c'est quelques grammes au mètre carré maximum, hein, pas plus, hein. J'avais lu quelque part 80 grammes au mètre carré. Même 80 grammes, ça me paraît déjà beaucoup, hein. Donc il faut, parce que s'il y a trop, ça va pas bien pousser. La cendre est intéressante simplement pour le potassium, hein, si on parle au niveau engrais chimique, on va dire, ou au niveau des théories de la fertilisation, hein. Mais c'est vraiment euh, c'est comme un explosif, on va dire. Il faut vraiment en mettre que très peu si vous en mettez. Ouais. Voilà. Après, c'est au niveau énergétique, c'est un peu l'énergie de la. C'est la mémoire de la mort d'une certaine façon. Parce que vous avez brûlé des plantes et après vous allez épandre euh, les cendres. C'est voilà. C'est c'est aussi une technique comme ça de Maria Thun, je pense, hein, ou utiliser en biodynamie pour se débarrasser de certaines herbes indésirables. On la brûle et après on épand à dose homéopathique. Vous voyez, donc si on va brûler euh, des plantes, un arbre c'est une plante, le bois, et après on va épandre, c'est un peu comme si on va donner l'information pour le pas de bois. Voilà, c'est à discuter, à voir. Il faut être prudent avec ça, la cendre de bois. Euh, Michael dit il faut que le sol de surface soit plus conducteur qu'en profondeur. Après, au niveau conduction, au niveau des différences entre les profondeurs, là, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas répondre, je ne sais pas si c'est important à ce niveau-là. Peut-être qu'Éric Pétiot pourrait mieux répondre à ça, ou d'autres personnes aussi. Peut-être aussi Claude Bourguignon. Ah, les pains heureux, Miroslav, salut. Il y a tous les pays, hein. Il y a de Tahiti, Portugal, euh, la Pologne, la Suisse, l'Italie, tout le monde est là. Ah ben, Andrea dit voilà, plus 1,5 degré d'alcool sur un vignoble qui l'a suivi. Donc, Andrea demande, est-ce que tu connais dans le domaine de l'électroculture Docteur Cattier? Cattier, je ne connais pas, mais Ernest Bosque, oui, il y a un livre d'Ernest Bosque qui est un peu un livre qui survole, qui donne pas de détails. On n'apprend pas vraiment beaucoup dans le livre d'Ernest Bosque, mais c'est intéressant, il mérite d'exister, hein. On va dire que c'est un livre historique, hein. Euh, euh, mais Cattier, non, je connais pas. Donc, qu'est-ce que tu vas vendre Ah oui, les moules poulet cône. Oui, j'en ai. Ouais, je vais mettre. J'ai pas encore mis sur le site. C'est juste que je dois prendre le temps de le faire. Ouais, donc là, les moules pour les cônes, vous trouverez aussi sur le site, hein. Donc dans les prochains jours, je vous le promets, je vais le faire. Il faut que je prenne juste des photos que je vais mettre dessus, hein. Voilà. Je pense, voilà. Donc ça, c'est pour faire les cônes, comme ça, hein. Donc vous pouvez alors faire les cônes ciment, basalte, voilà, avec le moulin. Voilà, donc les cônes comme ça. Ce que moi je fais, les cônes, j'en ai sur mon bureau à côté des tourons. Et ça, Phil Callahan faisait aussi.
ça aide, ça protège aussi contre les pollutions électromagnétiques. Mais moi, je dois dire que ça me fait du bien. J'ai vraiment vu la différence. Donc, j'en ai un. J'ai une tour ronde là, à côté de ma lampe, là, et de l'ordinateur. Et après, j'ai aussi un cône, là. Voilà, je mets souvent là. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Du 28, encore en retard ce soir. Ouais, c'est pas grave. Donc Mathieu dit, j'ai entendu dire aujourd'hui que le niveau des ondes Schumann avait baissé lors de l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Et a priori, elle serait à nouveau en baisse en ce moment. T'as entendu parler de ça? Après, c'est pas à cause de la centrale, c'est pas à cause d'autre chose, c'est des cycles. Il y a des cycles et euh, la puissance du champ magnétique, qui est, on va dire, l'énergie porteur des ondes Schumann, baisse depuis des décennies. L'activité solaire baisse depuis des décennies. On va vers un minimum solaire au risque de vivre une sorte de mini-glaciation. Hein, j'avais dans une autre vidéo, je vous avais partagé un article scientifique qui disait qu'en 30 ans, les plaines du Canada avaient, la température moyenne avait diminué de 2 degrés en 30 ans. Imaginez-vous, c'est beaucoup moins de récoltes, beaucoup moins de zones cultivables, du coup, aussi. Donc, on va vers du froid, même si peut-être localement, temporairement, on a eu plus chaud, mais honnêtement, cet été, chez moi, il n'a pas fait tellement chaud. Hein. À un moment donné, j'avais envie de faire une blague, j'avais envie de me mettre en anorak et bonnet dans ma chaise longue avec un verre de rosé et dire, prendre en photo ou dire voilà, mais j'attends toujours la canicule. Hein. J'attends toujours la canicule. Parce qu'ici, on n'a pas vraiment eu de canicule. Hein. Allez, surtout l'été, on a peut-être eu une semaine un peu bien chaud comme ça. Mais j'habite à. Que, il y a eu des années où il a fait bien plus chaud. Ah, mais voilà, après en plaine, c'est différent encore, mais où j'habite à 550 mètres d'altitude, il n'a pas fait si chaud cet été. Et là, cet hiver, on a déjà eu quand même du -7, -8. On verra. L'hiver vient de commencer, on verra. Mais moi, je pense qu'on va plutôt vers un refroidissement. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il manipule beaucoup le climat avec les ondes, les chemtrails, les pulvérisations, tous les ondes des portables, hein, des antennes relais, tout ça, c'est quoi? C'est tout des micro-ondes. Hein. Ça, ça envoie énormément d'énergie aussi dans l'atmosphère et ça influence les températures aussi, il ne faut pas croire. Euh, on va dire que tout est un peu perturbé. Euh, donc, à voir. Mais les ondes Schumann, ils baissent. Le champ magnétique, la puissance du champ magnétique naturel de la Terre baisse. Et ça entraîne directement des baisses de récolte, des baisses de croissance des plantes, en général. Et ça entraîne directement aussi une baisse d'immunité des plantes, des animaux et de nous, des humains. Et donc, du coup, une plus grande sensibilité aux maladies. Et donc, les épidémies. Après, je ne parle pas de l'épidémie dont on nous parle dans les médias, hein, mais des épidémies en général, des maladies. Les gens sont plus faibles, ils sont plus vite atteints de différentes choses. Et donc, dès qu'on va faire appliquer cette technique d'électroculture, ben, ça permet justement de remédier à ça. On va augmenter le champ magnétique local par le basalte, les tours rondes, donc c'est cette technique. On va augmenter on va dire tous les phénomènes électriques bénéfiques, hein, les parties bénéfiques, on va dire, et tout de suite, on aura une meilleure immunité, on aura, je pense, hein, j'en suis convaincu, je vous partage juste mes idées, je ne suis pas médecin, il faut le dire maintenant, hein, il faut être prudent, je partage juste des idées, hein. On est dans la science-fiction électroculturelle, ou dans l'art électroculturel. Si mes antennes
mon vaisseau spatial ne plaît pas, vous pouvez en faire un vous-même. Hein, donc, on est dans l'art, hein, comme on dit. Hein, donc, pour revenir à ça. Et donc ça va augmenter, donc les techniques d'électroculture, surtout le basalte, va augmenter localement la puissance du champ magnétique par effet de résonance, comme une sorte de radio qui va capter la radio. Ah ben là, on va capter le champ magnétique et l'amplifier localement. Et donc ça, c'est très très bénéfique. Parce que les ondes Schumann, tous les êtres vivants sur Terre en ont besoin. Donc, qu'est-ce qui peut aider aux ondes Schumann localement? Parce que nous aussi, notre cerveau est accordé aux ondes Schumann. Si on est désaccordé de ça, on est comme désynchronisé de la nature. On est perturbé, on est confus, voilà. Les magnétiseurs, les médiums, ceux qui sont bien branchés, bah, ils ont une activité cérébrale dans les fréquences des ondes Schumann qui est plus élevée, plus intense que les autres. Hein, donc voilà, ça veut déjà tout dire. Hein. Mais on peut avoir tous ces compétences, ces pouvoirs de l'homme, d'avoir de la médiumnité, de l'intuition, d'être branché, connecté, d'avoir des capacités de guérisseur. On a tous ces pouvoirs. Et justement, le système veut nous empêcher de connaître nos pouvoirs de l'homme. C'est pour ça qu'il nous éloigne des écrits sacrés, qui détruisent les religions, parce que dans ces écrits, on trouve des clés et qui détruisent tout par l'artificiel, par la chimie, par les ondes artificielles. Tout ça, ça emmène à la confusion, à la pollution mentale, à la pollution de nos sens qui ne fonctionnent plus correctement après. Donc on peut retrouver tous ces pouvoirs. Un exemple autour des tours rondes. Hein. Donc pour augmenter les ondes Schumann, vous avez les tours rondes. Vous pouvez faire en grand et j'ai aussi des petits comme ça, en ciment basalte. Et aussi dépendre du basalte que vous trouvez chez moi, mais aussi chez une société qui s'appelle Élémentaire en Bretagne, à Elven, vous trouvez sur Internet. Vous pouvez acheter alors des petites quantités, des grandes quantités aussi, et chez moi aussi. Je travaille en partie avec eux. Hein. Donc si vous êtes dans l'ouest de la France, préférez acheter chez Élémentaire le basalte. Si vous êtes dans l'est, bah, ça peut être plus intéressant chez nous. Donc parce que c'est pour les transports, si c'est des grandes quantités. Pour les petites quantités, c'est pareil. Hein, les Colissimo, les prix de transport sont pareils. Mais c'est pour les grandes quantités, les gros poids, ça peut faire des grandes différences. Et donc, on peut faire ça. Et après, j'ai aussi des appareils électroniques qui émettent des ondes Schumann qu'on peut mettre dans la maison. Donc, on peut le mettre dans son jardin aussi si on veut. Et ça aide aussi énormément. Surtout les gens qui ont Alzheimer, qui ont de la confusion due à l'électrosensibilité, aux pollutions électromagnétiques. Ça aide énormément de baigner dans les ondes Schumann. Faites attention à tous les appareils qui émettent les ondes Schumann qui viennent de Chine, pas cher. Parce qu'il y a des trucs qui coûtent 50, 100 euros, mais je peux vous dire, ça ne marche pas. Avec un ami électronicien, j'en ai acheté plusieurs. Je pensais peut-être même diffuser ça, mais j'ai vérifié l'onde émise par ces appareils. C'est tout sauf l'onde Schumann. Ils envoient n'importe quoi. C'est vraiment de la pollution supplémentaire. Hein. Donc, ça ne va pas aider du tout. Hein. Donc, évitez ça. Si on veut un appareil de qualité, aujourd'hui, sur le marché, il y a des appareils, c'est à partir de 250, 300 euros. Hein. Sinon, il n'y a rien. Tout ce qui est en dessous, globalement, ne fonctionne pas. Hein. Sauf s'il y en a que je ne connais pas, que je n'ai pas encore mesuré. Mais tous ceux que moi j'ai pu acheter sur eBay, Amazon et autres pour essayer, pour voir, c'était voilà, de la merde, comme on dit. Voilà, voilà.
Mais si on est dans le sud, je ne sais pas de quoi tu parles. Bah, globalement, hein, il y a des théories qui parlent donc de refroidissement climatique, et les faits vont dans ce sens. Et, mais après, il y a aussi tout ce qui est catastrophe climatique. La grêle, les tempêtes, les ouragans. Euh, un exemple, il y a des États aux États-Unis où il y avait, par exemple, une tornade à l'année. Maintenant, il y en a 20, 30, 50 à l'année. Vous voyez, on ne le perçoit pas. Mais un exemple, maintenant, il y a des tornades en France, en Belgique. En Belgique, avant, il n'y avait jamais de tornade, ça n'existait pas. Maintenant, il y en a. Maintenant, il y en a tous les ans. Il y a quelques tornades en Belgique qui font des gros dégâts. Et donc, il y a des nouveaux phénomènes climatiques et ça va s'amplifier. Et avec l'électroculture, les techniques d'électroculture, ça va dans la théorie ou dans l'approche comme Matteo Tavera en parle dans le livre Mission sacrée, ça va stimuler les échanges électriques entre le ciel et la terre, ça va apaiser les tensions comme ça, comme vous avez la tension avant un orage et après un orage, tout est apaisé. Ben, c'est comme après une tornade, après une catastrophe, tout est apaisé parce que ça a relâché les tensions électriques. Et il faut la relâcher, il faut stimuler cette communication en continu. Et alors, vous n'avez pas ces phénomènes extrêmes, ou beaucoup moins. Par exemple, il n'y a pas la grêle alors. Simplement en mettant toutes des antennes paratonnerres, toutes des pointes, mais pas juste une. Contre la grêle, il faut en mettre vraiment des dizaines à l'hectare, hein, ou des dizaines sur votre jardin. Donc c'est juste des perches, c'est juste une pointe, ça suffit pour le parrain-grêle. Ben, il faut qu'il y ait comme toujours un flux énergétique entre le ciel et la terre à travers ces pointes. Et là, vous n'avez pas de grêle. Voilà. C'est des techniques anciennes qui ont prouvé leur efficacité, euh, qu'aujourd'hui les ingénieurs ne comprennent plus, sont ignorants, parce que moi je suis convaincu que au lieu que la civilisation, que notre société devient plus intelligente, bah, elle fait l'inverse. Au fil des décennies, elle devient de plus en plus crétin, il faut le dire. C'est comme dans le film Idiocratie. Regardez ce film et vous allez tout comprendre. Hein, vous allez voir que la société, elle va vraiment dans ce sens-là. Voilà, voilà. Et au niveau agricole, là, pour revenir à l'électroculture, ben voilà, je répète de nouveau, l'électroculture, cette technique apporte des solutions à bien des problèmes dans notre société et des solutions simples et efficaces. Donc il faut commencer à les mettre en place. Il faut les mettre en place, tout simplement, pour en bénéficier. Et c'est pas que pour nous, c'est pour nos voisins, notre village, partout où on habite. Au plus on mettra en place ces techniques, au plus ça va apaiser les tensions, au plus on ira vers plus de paix, de bien-être, de vivre ensemble, tout ça. Et de meilleures récoltes et de meilleurs produits. Donc euh, voilà, c'est un choix à faire, on fait que du bien. Voilà, voilà, voilà. Ben, j'ai fait un peu le tour. Hein. Donc si vous avez encore des questions, ben, ce sera pour une prochaine fois. Ben, merci à vous tous. C'était sympa, un article sympa. Et donc, au prochain live avec un nouvel article et de nouveaux sujets. Et voilà, voilà. Ben, merci, à tout bientôt.